assez ancestral. Hein. Eh, eh. Ah bah oui, c'est ancestral. Hein. Faut se moquer de toutes ces histoires. De toute façon, les Égyptiens, c'est pas de ceux-là qui sont aujourd'hui qu'on parle, donc on peut dire ce qu'on veut, quoi. Nous foutre la honte comme ça, là, c'est incroyable, quoi. Bref. Ah, mais quel que soit hein, le sujet, même si elle est bien, elle est pas bien, ou je sais pas quoi, non, non, mais tu fais pas ça. T'encourages à la haine, au réveil morbide des esprits de mort qu'il y a enfouis à l'intérieur de certaines personnes. Non, c'est pas bon ce que tu fais. Là. Voilà, je te le dis. Prends, faut prendre certaines choses au sérieux. Là, on est sur l'histoire. Tu joues pas avec l'histoire comme ça et puis tu fais des mémés. C'est quoi ça? Mais je sais déjà qui a fait ça. Hein. Je sais déjà on est dans quelle génération là. On est à quelle époque? Voilà. À qui ça appartient toutes ces choses-là, soi-disant, dans l'invention là. Pensez. Quand tu vois Internet, c'est écrit en anglais. Bon, c'est qui les fans là en anglais là? C'est qui les fans de l'Égypte en Amérique? Bon, voilà, on sait. Donc Toutou, intendant de Soupilou-Lioma avec Azirou. Ah bah oui, j'avance pas les faits comme ça, tu sais, hein, c'est marqué. Il y a les preuves. On a les preuves. On a les preuves que Toutou a été en contact donc avec Azirou en tant que intendant de Soupilou-Lioma. Bah oui, bon, toi tu vois la présentation avant les faits. Tu l'as vu le toutou. Il fallait bien que je le mette direct, que tu puisses comprendre. Il n'était pas invisible là, comme ça, et puis c'est Enkesenamon qui a tout fait depuis le début. Bah non, faut suivre sa trace aussi, voir c'est quoi. Donc Cadès, situé au débouché nord de la Bika, a généralement été identifié à l'actuel Tel Nebiment. 6 tablettes récemment publiées ont été retrouvées sur place. Ces documents proviennent de ce qui pourrait être un grand bâtiment public mis au jour dans la tranchée T2 à l'angle nord-est du tel. Parmi ces documents, la lettre TNM 054 apporte la preuve définitive quant à l'identification du site, qu'elle est adressée à Nikmadou, désigné comme le roi de Kinza. Dans la documentation d'El Amarna, Kadès est gouverné par Aïta Kama, qui, avec Azirou Damourou, est l'un des principaux alliés à Soupilou Lioma Ier. Aïta Kama, lui, doit en effet son installation sur le trône en dépit de l'attaque qu'il mena avec son père, Soutatara, contre le corps expéditionnaire hittite au moment de la première guerre syrienne. Bien. Donc les lettres concernant Aïta Kama. Aïta Kama est l'auteur de la lettre EA 189. Le fragment EA 190 envoyé par un haut responsable égyptien ou le pharaon lui-même pourrait lui avoir été adressé. D'autre part, les faits et gestes d'Aïta Kama sont évoqués par Akizi de Katna, Ifi Rapi de Byblos, le frère de Rib Ada, EA 140, Abi Milki de Tyr, EA 151, le roi d'Égypte dans une lettre destinée à Zirou d'Amourou. Voilà, ça y est, on le tient, tu vois. On le tient, il est là, à Zirou, EA 162. Puis après, on a Birya Waza d'Apu, EA 197. Donc, au cours de la première guerre syrienne, dans la lettre EA 165, 1, 18, 21 et 28, 41, Azirou justifie le report de son départ pour l'Égypte du fait de la présence du roi hittite dans le Nouassé. Celui-ci se trouve à 2 jours de marche de Tunip, ce qui laisse craindre à Azirou l'imminence d'une attaque contre cette localité. Azirou adresse également un rapport sur cette question à 2 hauts responsables égyptiens, Toutou et Harai. Le dernier nom, je ne sais pas comment le prononcer. Harai. Ouais, allez, bref. Entre les deux guerres et la vieille
Et la veille du déclenchement de la seconde guerre syrienne, on trouve cette mention-là. Dans toujours le même papyrus, mais à... Comment dit son... Qu'est-ce que je dis papyrus? C'est tablette. On trouve ça dans la tablette. Azirou est en guerre avec les rois du Nouassé. Les hostilités l'empêchent de procéder à la reconstruction de Soumour. Ensuite, on a deux autres lettres qui révèlent du moment où Azirou se trouve en Égypte. Regardez, c'est très intéressant. Là. La lettre EA 169. La lettre EA 169 est adressée à Toutou et probablement à un autre fonctionnaire égyptien par le fils d'Azirou, peut-être Doutessou. La présence d'Azirou en Égypte est interprétée par tous les pays et les Soutéens comme s'il était retenu prisonnier. Ces derniers désertent et déclenchent des hostilités contre la Mourou. D'autre part, les rois du Nouassé, qui est écrit entre parenthèses, accusent le fils d'Azirou d'avoir vendu son père à l'Égypte. Ça c'est important, c'est pour ça c'est encadré en rouge. Tu comprends? D'autre part, les rois du Nouassé encadrés entre parenthèses, tous, accusent le fils d'Azirou d'avoir vendu son père, donc Azirou, à l'Égypte. Donc, la suite, on a quoi? On a EA 170, c'est une lettre destinée à Azirou qui lui adresse Balouya et Bati Ilou. Ils sont annoncé la prise de ville de la Bika par les troupes hittites sous le commandement de Lupaku et l'arrivée de Zitana avec 90 000 hommes d'infanterie. Dans le Nouassé, un chiffre sans doute exagéré. Ah bah ouais, tu m'étonnes. 90 000 hommes, frère. À cette époque-là, non. Non, réduit de beaucoup. Sans doute exagéré, bien sûr. Les auteurs de EA 170 indiquent d'ailleurs que l'information n'est pas confirmée au moment de l'envoi de la lettre, probablement parce qu'ils la jugent peu crédible. On est d'accord. C'est des menteurs, c'est des maniganceurs, et donc s'il faut mentir et dire je viens avec une troupe, mon gars, regarde, on est nombreux, mon gars. 90 000. Tente. À cette époque-là, mon gars, 90 000 soldats, j'avoue, 90 000 soldats à cette époque-là, tu pèses. Ou tu donnes l'impression que tu pèses. Si c'est la vérité, ouais, tu es dangereux. Mais en vrai, non. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, c'est fini, les témoignages. On comprend qu'Azirou et Toutou, ils étaient ensemble, ils ont traîné ensemble, c'était des bons potes. Que Azirou, il avait un fils. Que Azirou, soi-disant, peut-être, tu vois, il a été prisonnier en Égypte. Donc, tu vois, tout ça, c'est des questions qui étaient liées à la loi, au jugement, et il y a un camp et un autre camp, c'est l'Égypte et les Hittites, donc Taméri et puis les Hyksos, qui sont dans une espèce de... Alors franchement, l'intérêt de tout ça, quand on le voit comme ça, on se dit c'est juste la destruction des deux pays, quoi. Il y en a un, il veut que ça soit la merde partout, quoi. Ah bah oui. Non seulement il veut être interprète d'Égypte, le Toutou, non seulement il aide Azirou, tu vois, qui a été fait prisonnier en Égypte, et non seulement il est dans les manigances avec Ankhesenamon. Il est intéressant ce personnage, non? Alors moi je trouve, plus que les autres. Plus que les autres. C'est pour ça que je te dis, s'il y a quelqu'un qui doit se repentir là, c'est bien un type qui l'a jamais fait encore jusqu'ici, et c'est parmi les descendants de ce type-là. Là. Eh ben je parle pour toi mon gars. Ah ouais, t'es en train de te repentir là, ça y est, c'est l'heure, tu dis la vérité. Tu le dis par la voix de tes enfants, tu vois, cette société, comment elle a étudié, comment elle a cherché, parce que voilà, tout était sous le sable.
Mais elle dépioche, elle cherche à comprendre, tu vois. Elle veut comprendre la vérité aussi, mais même si elle la remanie un peu à sa manière, à sortir dans un faux exemple que tes propres descendants ont donné. Mais voilà, ils sont dans l'effort, ben on va leur donner ça. On va donner une bonne pichenette bien puissante, tu vois, à la manière où ils auraient jamais imaginé que ça puisse révéler des faits comme ça. Et t'inquiète, il y en a, ils vont bosser sur le truc. Je pense que ça sera plus propre que moi, là, sorcier, c'est évident. Donc rappel, Zananza mort vers 1324 avant Jésus-Christ. C'était un principe fils de Suppiluliuma Ier, roi des Hittite. Il est surtout connu pour être presque devenu le pharaon d'Égypte et parce que sa mort a provoqué un incident diplomatique entre les empires hittites et égyptiens, entraînant une guerre. Du côté d'Horem-Eb, bon, lui il était remonté jusqu'en haut, là, vers Kadesh, hein, on avait dit, ok, bon alors, j'ai défendu le territoire d'Égypte en détresse, hein. Et il se passait quoi en Égypte pendant que les soldats risquaient leur vie avec moi? Le pharaon, il faisait quoi? Lui, il pouvait pas savoir. Bah non. Soldats, ça n'a rien à voir avec royauté, c'est les prêtres après, tu vois, qui sont censés être liés à tout ça. Mais bon, là, on voit que dans l'histoire de la famille, là, il y a des histoires de complot. Et on commence à savoir de quel côté ça se porte. Donc pendant ce temps-là, en Égypte, voilà ce qui se passe. Dans le dos de Horem-Eb, on a cette Ankheselamon avec ce toutou qui commence à considérer qu'ils sont rois, quoi, et reines, quoi, voilà, quoi. Hein. Pas le Toutmosis. Le Toutmosis, il est utilisé dans l'empressement des événements. Il considère, je pense, hein, de son point de vue, comme si c'est une bonne opportunité, quoi, voilà. C'est une bonne opportunité. Allez, je vais être votre sculpteur, quoi. Vas-y, allez, je rentre dans le trip de notre royaume à nous. C'est comme des gamins, tu vois, qui ont décidé, ça y est, on a la France et puis on va faire comme on veut, quoi. Comme aujourd'hui. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Le papa, il est parti, là, tu vois, le maître, il est parti, le maître de la maison. Et puis les mecs, ils ont pensé qu'il reviendrait jamais, quoi. Mais voilà, il revient et il t'explique l'affaire, en fait, tu vois, que, ah, mais non, c'est pas comme ça, hein, mon garçon. Eh non. Regarde l'histoire. T'es là, là. Vous avez foutu le bordel, mais c'est qui va ramasser derrière vous, en fait? Mais c'est toujours vous. Hein. Ah, vous pouvez vous échapper nulle part. Hein. Ah bah oui. Ce que t'as cassé, tu le répares. Hein. Donc autant là pour l'autre, là. Mais c'est amusé, statut. Hein, Toutmosis. Il a fait statut aussi pour l'autre abruti, là. Hein, Toutou. Ah, ça devait être cool, hein, au début. Il n'y avait pas encore de meurtre. Il n'y a pas encore eu meurtre. Il n'y a pas encore eu meurtre. Il n'y a pas eu encore un mort. Donc il n'y a pas de soupçon. On ne sait pas c'est qui, tu vois, le plus méchant d'entre tout ça, là. C'est qui le plus vicieux, c'est qui le... Bah, c'est celui qui ressemble pas vraiment, tu vois, aux gens du pays, hein, moi je dirais. Hein. Il a un peu l'air, tu vois, invasif. Il a l'air un peu... Ouais, aïe, 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 aïe. Hein? Scribe étranger, d'Ankheselamon, là, il a l'air bien au courant de beaucoup de choses. Il pourrait arrêter les choses et il n'arrête pas. Il amplifie toute la connerie. Donc voilà. Il fallait que lui aussi, il ait sa statue. C'est le fameux Akhenaton. On y arrive là. C'est la première mention, la première fois là. Boum. C'est lui, lui qui se prend pour un Égyptien. Voilà. Et oui, il est devenu le nouveau soleil, nouveau, tu vois. On enlèverait et on met autre chose à la place. Tu le connais, lui, avec ce délire atome, machin, c'est bon, voilà. Il est allé piocher dans des affaires qui lui appartenaient pas, et tu vas comprendre. Donc, on résume, une bande de gamins et d'étrangers qui ont envahi par le complot, le désordre et les mensonges le royaume de Thèbes, et ont plongé dans le noir le royaume de Kama, Égypte. Voyons vos œuvres pendant que Horemheb risquait sa vie. Donc on a la grande ville idéale de ton esprit, avec tes servantes, tes nobles, tes courtisans, et les étrangers invités à vivre comme tu le veux pour eux. Si je dois résumer, c'est ça, hein, c'est ce qui s'est passé. Donc la ville de tes exploitants que tu as mis en esclavage, hein, c'est eux qui ont supporté toutes tes entreprises pour construire ta ville. Voilà. Donc à Thèbes,
hein, soumis pour construire ta ville. Et puis on construit ta ville, Amarna, là, c'est ça, hein, c'était comme ça son nom. Hein. Bon ben voilà. Ailleurs, à côté d'un fleuve, perdu dans le désert. Je sais même pas si l'eau elle était potable à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais tu l'as fait, quoi. T'as mis des gens dans l'obligation de construire ta ville comme tu le voulais. Donc construction dans le désert, comme à Las Vegas, quoi. Normal, quoi. Ok. Bravo à l'équipe d'Akhenaton, vous avez décroché la récompense d'être les premiers à avoir construit des villes égalitaires, sans fondement ancestral. La première ville multiculturelle dans le désordre. Félicitations. T'as vu un peu le plan, là, de la ville? Ça te rappelle quelque chose? Regarde les maisons, comment elles sont toutes identiques. La place, tu vois, le placement, la place, tout est pareil, tout est identique. Tout le monde, ils ont une même maison. Vous êtes dans l'égalité. Voilà. Mais seulement, regarde bien. Hein. Les seules entrées où elles sont, c'est les pointillés rouges. Donc, c'est comme si tu vas dans une prison, en fait. Tu vois? C'est la même chose. T'as les couloirs. T'es enfermé dans un cube, tu vois, avec une seule entrée, une seule sortie. C'est pas un modèle esclavagiste pour te garder, tu vois, emprisonné dans la ville ou soi-disant hein, te protéger. Mais là, je vois pas qu'est-ce que on protège en fait. C'est collé, mon gars. Il y a même pas un moyen de subsistance, une réserve ou un grenier, il y a rien, tu vois. Il y a même pas une place de la ville avant de mettre un mur. C'est juste des maisons enfermées dans un carré. Et toi, tu pensais que les gens, ils allaient être heureux là-dedans? Mais regardez, c'est une souricière le truc. C'est la première fois que c'est arrivé en Égypte et c'est sur ce modèle de, je sais pas dire un gros mot, que les gens, ils ont commencé, tu vois, à construire, quoi. Partout dans le monde. Ça ressemble à une prison avec un dortoir pour moi, je suis désolé. Oh là 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 là, le grand palais royal, quoi. Akhenaton tel Amarna, quoi. C'est génial, c'est génial. Et puis ça ressemble à ça en vrai, tu vois. Après, t'as un grand carré là sur la gauche, là, sur le plan là du bas, là. C'est dégueulasse. J'y crois pas, hein. Franchement, quand je vois ça, je me dis, c'est pas possible, quoi. C'est quel genre de domination pour être sûr que je te garde entre quatre murs, quoi. Non, c'est vicieux à mort. Oh là là. Bref. Ah, ça me fait mal de voir ça, hein, franchement. Kenaton, Tel Armana, le grand temple d'Aton, bon. Là, on voit comment c'était disposé, quoi. Hmm. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je m'en fous des cours 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, quoi. Sanctuaire à deux cours, deux hôtels et officier ou officie le roi. Hein. Donc, sanctuaire à deux cours et deux hôtels où officie le roi. C'est ça qui m'intéresse. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là, tu vois? Parce que bon, si tu connais c'est quoi un temple, là, il est dédié à Aton. Fais voir comment tu organises, tu vois, ton Énéade ou je sais pas quoi, quoi. Parce que là, tu t'as fait sortir un concept qui était juste une des images parmi les autres du soleil, et tu l'as unifié, tu l'as rendu unique, soi-disant, en le sortant du lot pour le rendre humain, quoi, le rendre vivant. Mais par ta manière de penser, pas par rapport à celle des ancêtres. Bah oui. Dans le grand temple d'Aton que tu construisis, on trouve un autel dédié à deux divinités. Donc ces deux divinités te trahissent. Aton à travers une pâle copie de Osiris et Nef. Étant ton image miroir divin, tu ne pouvais pas l'oublier. C'est-à-dire la première reine d'Égypte a porté ce titre aussi. La deuxième l'a porté. La première aussi, c'est un titre divin qu'on ne peut pas retirer par rapport à la place de celle qui a, je dirais, la capacité de pouvoir accompagner euh, l'ancêtre qui est Osiris dans sa mission. Parce que, bon, ben voilà, hein, il y aura d'autres détails à dire par rapport à là-dessus, mais elle partage des fonctions similaires à lui. Voilà. Fonction et aptitude. Donc dans ce temple, on a les témoins de l'adultère en question, donc les suivants d'Aton et une noble prêtresse de Nef. Ça n'a pas duré longtemps hein, cette histoire. Hein. Rappelle-toi, hein, tout a été enterré. Donc Nef a toujours été la conjointe de Ré, pas de Aton. Sinon tu commets un adultère dans l'image
divine. Et ça, en tant qu'étranger, toutou, tu peux pas le savoir. Ben non. Tu fais une faute, une insulte au pays, une insulte divine et à la royauté divine, t'insultes tout le monde, là, tu vois, sur la terre là d'Égypte, t'insultes tout le monde. Donc vous êtes bien amusés. Et là, on a une statue, soi-disant, de ce fameux Zanonza. On a un dessin. Je vais revenir là-dessus. Donc, vu la statue, je soupçonne deux faits. Soit vous avez manigancé sa mort, et il était vivant, soit vous avez joué avec son cadavre pour le faire passer à côté de vous. Hein, parce que quand même, vous êtes allé jusqu'à reproduire sa tête dans l'atelier de Toutmoses. Non, parce que bon, tu vois le personnage au milieu là, Toutou là. Voilà, on a la photo de son ancêtre là, un petit peu en flou. Tiens, parce que c'est petit. Mais on va la voir en grand bientôt. Tu vas pouvoir comparer avec l'autre italien là. Ah, on est là-dessus là, sur le même. C'est le même. Moi, je te l'assure dès le début, tu verras ça jusqu'à la fin de toutes mes vidéos. Ça sera toujours la même chose. Je te dirai, c'est ses ancêtres directs, hein, c'est le même. C'est lui. Il est là, le toutou. Eh ouais. Atelier de Toutmoses, entraînement. Eh ouais. Il fallait s'entraîner. Il fallait créer une fausse famille. Il fallait fabriquer le plan parce qu'on sait comment ça fonctionne. On se base sur les statues en Égypte pour suivre le parcours des grands héros, les grands héros, tu vois, les fils de Horus, voilà, les fils d'Horus. Tu verras à la fin c'est qui est devenu un fils d'Horus. Tu verras, tu vas comprendre le concept. Les héros, les fils d'Horus, hein, les fils du père, de Osiré, de Osiris, c'est Horus, le fils de... Voilà, bon, on est sur les statues pour identifier les grands personnages qui suivent le tracé spirituel qui est lié à tout ça. Voilà. Et on les reconnaît via leur règne et ce qui a été dit d'eux et les statues pour les reconnaître. Donc ces gens-là étaient au courant de ça et ont commencé à créer des fausses statues pour tromper les gens dans l'histoire, pour s'inscrire dans un règne sur une terre qui leur appartient pas. On pourrait dire pour s'entraîner. Mais c'était comme un jeu à cette époque-là pour ces gens-là, car ils étaient comme des gamins pensant pour garder une trace de quelque chose qui allait pouvoir leur permettre de revenir sur leur plan. Eh oui, les grands secrets de l'Égypte, hein, Amenhotep, fils de Apou. Ah bah oui, hein, Satamon, elle a vu, elle a compris, comme je vous ai dit, elle a voulu tellement fort qu'elle a laissé des traces pour qu'on reconnaisse toutes ces choses-là. Donc, les fausses filles, les fausses statues, les statues où on cherche à faire rentrer le concept égyptien entre le divin et l'humain, dans la conception de l'image, de la façon dont on dépeint les choses sur les murs, qu'on raconte les histoires, qu'on tente de faire fusionner le côté androgyne de Nef entre l'image masculine et féminine, qui veut se voir dans l'image de Akhenaton, en tant que masculin, donc les deux veulent nous faire un message androgyne un peu bizarre, mais c'est pas de ça qu'il est question en réalité dans la conception en Égypte. Hein, de Tamérie, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Vous êtes allé trop vite, vous avez voulu vous inscrire dans un règne, vous imaginez que, eh ben non, ça fonctionne pas quoi. On démystifie ça. Les statues là, sur toutes celles qui sont exposées ici en image, elles sont véritables. Hein. Elles ont été faites à l'époque, mais elles sont d'un règne faux. Un règne qui n'a rien à voir avec ce que voulait le peuple de Tamérie. Donc le modèle principal de toutes tes statues, c'est toi et ta mère pour modèle. Avec une stylisation basée sur la nouvelle ère qui était demandée par les prêtres dont Amenhotep, fils de Apou, faisait partie. Et donc tu as découvert beaucoup de ses secrets. Donc l'envers du décor. L'envers du décor, c'est ensuite, en page 2. Voilà. Donc on va aller à la page 2. Et on va étudier tout ça parce que bon ben, je suis désolé. Le sujet il reste quand même un petit peu sérieux, tu vois. Voilà.
Histoire de machin régicide et tout, là, c'est sale. Mais des fois, il faut mettre les mains, tu vois, dans le plat, de façon à ce que la vérité, elle puisse en ressortir comme un joyau au final de toutes ces épreuves. Allez, suite. La suite. Le peuple Ixo-Hittite, ennemi des Égyptiens anciens. L'envers du décor. Tu vois, hein, la roue de je sais pas quoi, là, Macédoine, là, bref. Imitation au serpent égyptien dans le jeu Mayhem. Voilà. Bon. L'envers du décor. C'est pour te dire, hein, c'est juste comme ça, tu vois. Je le place là, comme ça. Maintenant, on va au témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé dans la ville, là? Ah bah oui. Qui a construit cette ville? Qui était dans cette ville? Comment ils étaient traités? Les hommes, les femmes, les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la joie, c'était la bonne humeur, c'était l'esclavage, c'était la souffrance. Qu'est-ce que c'était? Sur quoi on va tomber en étudiant ça, là? Cette zone-là. Tel Amarna, là, hein, la ville de Akhenaton, là, soi-disant. Plutôt un couple de brigands, là. Regarde ça. Les archéologues découvrent des enfants esclaves de l'Égypte biblique dans une fosse commune. Alors le titre, il est très accolé, on dirait. Mais bon, lisons ce qu'ils disent. Ces nouvelles découvertes à Amarna, la capitale d'un roi exubérant, monothéiste, indiquent l'existence d'une main-d'œuvre juvénile remplaçable. Pourrait-il y avoir eu une connexion avec les Hébreux, on te demande? Bah écoute, à connecter avec ce passage de la Bible. Exode, chapitre 1. Mais un autre roi s'éleva sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Ah ouais, encore un roi égyptien qui se lève. Oh, on en a trouvé deux là, c'est ça. Apophis, qui a voulu faire en sorte qu'on tue tous les mâles, etc. Des Égyptiens, qui a fait la misère à son propre peuple, qui a été chassé d'Égypte en étant noyé dans la mer. Et là, t'en as encore un autre. Un autre qui connaît pas les affaires de Amenhotep, mais qui travaille avec quelqu'un qui en a approché et qui croit connaître, hein, tu vois, qui se prend pour une sorcière ou je sais pas quoi, mais parce qu'elle croit qu'il y a une magie derrière ça à manipuler, qui comprend pas que ça reste des faits réels malgré la façon mystérieuse qu'elles sont présentées. L'Égypte avait sa manière de cacher ces choses, tu vois, ces choses précieuses, quoi. Voilà. On déballe pas comme ça, tu vois, tout est joyeux devant tout le monde, et puis les mecs, ils bavent dessus, qu'est-ce qu'ils voudront? Bah, ils voudront le joyau, point barre. C'est comment ça se passe, hein. Quand celui qui n'a rien, il veut tout. Hein. Dans le sens, tu vois, où tu te donnes un esprit misérable comment dit-on, soit de jalousie ou d'envie néfaste dans le style kleptomanie, quoi. Enfin bon, bref. L'article, il dit ça. Bien que les archives archéologiques se consolident par le récit biblique de l'exode d'Égypte, à la lumière des récentes découvertes, on pourrait nous pardonner de nous poser la question pour savoir si ces fils hébreux n'ont pas été jetés dans le Nil, n'étaient pas plutôt considérés comme des esclaves. Des découvertes déterrées lors des fouilles de la capitale égyptienne d'Amarna ont mis en évidence la manière dont étaient traités les anciens esclaves. Quelles qu'étaient leurs origines et leurs enfants. La ville, située dans une baie isolée du désert à quelques 10 km du Nil, était le siège du pharaon monothéiste égyptien Akhenaton. Appelé l'hérétique par son propre peuple, Akhenaton a régné seulement 17 ans jusqu'à sa mort en 1332 avant Jésus-Christ. La découverte des lieux de sépulture d'ouvriers, construites et désertées par une période de 15 ans, nous permet d'entrevoir ce qu'était le règne bref et les mœurs de l'époque. Les mœurs de l'époque. L'archéologue Mary Shepperson, qui a précédemment participé à des fouilles avec le projet d'Amarna, a annoncé à The Guardian cette semaine la découverte de simples tombes dans le désert d'Égyptiens ordinaires qui vivaient et travaillaient dans la ville d'Akhenaton et qui ne sont jamais partis. Donc en gros, hein, bravo à l'équipe d'Akhenaton, vous avez décroché la médaille des premiers esclavagistes de l'histoire de l'humanité.
Et vous l'avez fait en Égypte, bande de crevards. Donc, ils dépeignent le tableau de la pauvreté, du travail acharné, de la mauvaise alimentation, de la mauvaise santé, des blessures fréquentes et d'une mort relativement précoce, a-t-elle écrit en décrivant 2 lieux majeurs d'enterrement d'ouvriers. Le cimetière des tombes du Sud rempli des restes d'hommes et de femmes de tous les âges, et le cimetière des tombes du Nord qui a révélé quelques surprises. Alors que nous commencions à extraire les premiers squelettes du sol, il paraît clair que les enterrements étaient encore plus simples que dans le cimetière des tombeaux sud, avec presque aucun mobilier funéraire prévu pour les morts et avec seulement un tissu rugueux utilisé pour envelopper les corps, a précisé Shepperson lorsqu'elle a décrit l'excavation qui a débuté en 2015. À mesure que la saison a progressé, une tendance encore plus étrange a commencé à émerger pour les excavateurs. La quasi-totalité des squelettes que nous avons exhumés étaient encore en formation. Il y avait des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Mais nous ne trouvions pas vraiment de nourrissons ou d'adultes plus âgés. C'était certainement inhabituel et un peu glauque, a-t-elle poursuivi. L'analyse initiale a conclu que les restes étaient de jeunes personnes âgées de 7 à 25 ans, dont la majorité avait moins de 15 ans lorsqu'ils sont décédés. En outre, a écrit Shepperson, la majorité des jeunes de 15-25 ans avaient été victimes d'une blessure traumatique et 16% des moins de 15 ans avaient des fractures vertébrales et d'autres blessures associées habituellement à de lourdes charges de travail. Oh, c'est bizarre, hein. T'as vu ça? Les mecs, ils souffrent pour pouvoir construire à Marna, avec des liaisons, des trucs comme ça, et on te dit, on n'a jamais vu ça nulle part d'autre, quoi. Donc c'est bien que, en Égypte, on a d'autres façons de faire. Et eux, là, l'équipe d'Akhenaton, là, et donc Essenami, ils sont allés trop vite. Ils sont allés trop vite et ils ont fait souffrir le peuple. Bon. Bref, un esclavage d'enfants et de jeunes gens, c'est ce qui arrive quand on veut faire les choses rapidement. De manière générale, dit l'article, c'était un lieu de sépulture pour les adolescents, a-t-elle déclaré. Le traumatisme physique, la prolifération des enterrements multiples dans une seule tombe et le manque de mobilier funéraire enterré avec eux indiquent que tous les enfants avaient un statut peu élevé ou étaient des esclaves. Qui étaient-ils? Cette question cependant reste un mystère. Ça reste un mystère, il te dit pourquoi. Le travail de type corvée, obligatoire et non rémunéré, a été fréquemment utilisé dans l'Égypte ancien sur des projets majeurs, a écrit Shepperson, ouvrant la possibilité qu'ils soient égyptiens ou descendants d'esclaves non égyptiens. Mentionné dans les tablettes, ça c'est un article toujours de Time of Israel, mentionné dans les tablettes, il y a un peu... mentionné dans les tablettes, il y a un peuple appelé Apirou ou Abiru. Selon Pfeffer et d'autres savants, le terme, bien qu'il ressemble au mot hébreu, était plus un décrypteur de classe sociale pour des groupes sans loi, les sans-terre qui vivaient en dehors des villes et qui tentent de les piller. En jetant un seau d'eau froide sur toute connexion possible entre le mot Abiru et hébreu, l'ancien professeur de la linguistique sémitique de l'université de Tel Aviv, Hanson René, a déclaré la plétaphore de tentatives de rapporter le mot Abiru aux hybrides juifs ne sont que des douces illusions. Sans tenir compte du consensus académique, The Time of Israel a demandé au projet Amarna son point de vue sur la question de savoir si la fosse commune contenait les dépouilles des adolescents pouvait en fait être le dernier lieu de repos des enfants esclaves hébreux. Le directeur du projet Amarna et le président de l'Amarna Trust, l'archéologue anglais et l'égyptologue le professeur Barry Kemp, a répondu rapidement par courrier électronique. Donc on a une image, hein, les bras et torses et squelettes d'un adolescent de cimetière des tombes du Nord. Et l'article dit « Je regrette, mais je ne considère pas le récit de l'Ancien Testament comme une archive historique et donc considérer qu'il n'y a pas de lien entre Amarna et les esclaves hébreux », a-t-il écrit. Dans ce sens, il a raison. Parce qu'il ne s'agit pas des Hébreux, il s'agit d'étrangers qui sont venus construire la ville. Ce sont d'autres enfants qui ont souffert autres que les Hébreux. Donc l'étude actuelle des eaux par des moyens conventionnels souligne une population hétérogène avec des liens vers différents groupes extérieurs, ce à quoi l'on pourrait s'attendre d'une capitale qui attirait des personnes de nombreuses régions à une époque d'échange international très active, a ajouté Kemp. Cependant, il y a peut-être donné un petit espoir
à cette journaliste en concluant: la mention de l'analyse ADN est un pointeur d'espoir sur ce qui pourrait être possible un jour lorsque les installations appropriées pourront être utilisées au Caire. Donc, je révèle ce détail très important, dis-je. L'étude actuelle des eaux par des moyens conventionnels souligne une population hétérogène avec des liens vers différents groupes extérieurs, ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Une capitale qui a attiré des personnes de nombreuses régions à une époque d'échange international très actif. À ajouter Kemp. Donc nous avons le choix alors, on examine les preuves. On sait déjà qu'est-ce qu'on retrouve sur le mur je sais plus si c'est le temple ou la tombe de Ramsès III. C'est comment les peuples étaient dépeints. À Amarna, on a trouvé des preuves de représentation murale de la ville détruite. De qui a participé à ces constructions. Donc on sait, par la reconnaissance culturelle inscrite chez les peuples, leurs coutumes, qui sont ceux qui ont construit Amarna. Le peuple Mangbetu. Ah oui, c'est le peuple Mangbetu qui sert leurs enfants avec un bandeau, tu vois, pour pouvoir bien allonger leur crâne selon, effectivement, le modèle ancestral qui préexistait depuis bien longtemps. Le premier sacerdoce de Dieu divin, quoi. Premier sacerdoce divin lié aux ancêtres. Donc ensuite, on a le peuple nubien, région Congo et Kenya. C'est un peu comme si c'était la nouvelle Paris, quoi. On invite tout le monde, tu sais. Tout le monde peut venir, c'est la nouvelle capitale, voilà, t'es étranger de la terre, mais la terre de ce qui est connu jusque-là. Donc forcément, les peuples qui peuvent venir sur cette terre, aussi loin que tu peux faire porter ce message. Et voilà, boum, t'as tes ouvriers. Certains sont amenés peut-être même en tant que captifs. Qu'en sais-je? Ça demanderait plus de détails là-dessus, mais c'est pas ça qu'on veut savoir, c'est la totalité de tous ces peuples qui ont construit la ville. Donc à propos des Mangbetu, les Mangbetu sont des Nilo-Soudanais, origine de la Nubie. Les Mangbetu sont des Nilo-Soudanais originaires de la Nubie, installés vers le XVIIe siècle entre la République du Congo et l'Ouganda, selon la géographie culturelle actuelle en référence. Ils ont le crâne allongé artificiellement, signe de beauté et d'intelligence. À la naissance, la tête du bébé est enveloppée dans des cordelettes pendant la première année de vie avant la consolidation des os du crâne. Cette pratique a disparu depuis les années 1950. La main invisible qui nous éloigne de cette essence, dommage. La reine égyptienne te dit soi-disant Néfertiti, c'est une fausse. C'est pas, non, la statue là, elle est pas vraie. Déjà, celle qui a été construite, elle est pas vraie. Alors, celle qui a été reproduite, oublie. On retrouve la même particularité en Égypte antique, surtout à la période amarnienne et chez d'autres peuples du monde. La reine Néfertiti, qui signifie la belle est venue, viendrait probablement, selon les égyptologues, d'une tribu proche des Mangbetu, mais mensonge, invention. Des crânes allongés retrouvés au Pérou et au Mexique, on te dit dans les images. Oui, c'est la tradition ancestrale du premier sacerdoce. C'est l'alliance qui avait été faite de Dieu avec les hommes. Et les prêtres de cette, j'allais dire époque, de ces époques différentes, et de ces lieux différents, et de ces peuples différents qui ont accepté cette pratique, sur tout le pourtour de la terre, te prouve
cette première alliance qu'il y avait eue avec Dieu, et que c'était apparenté au prêtre de pouvoir porter cet honneur, d'être, d'avoir le crâne allongé. C'était une reconnaissance physique en tant que grand prêtre. Maintenant, chez les Mangbetu, c'est pas pareil, c'est les filles qui pouvaient hériter de ça. C'est celles qui étaient désignées comme princesses. Bon, bref. Les archéologues ont trouvé des crânes qui présentent la même déformation artificielle au Pérou et au Mexique. Certaines théories farfelues trouvent là la preuve que ce sont des aliens venus de l'espace qui seraient à l'origine des grandes civilisations africaines et sud-américaines. C'est au contraire une preuve que les échanges entre les peuples du monde n'ont pas commencé avec les explorateurs blancs. Donc visiblement, tu as invité tous les peuples, même les blancs. Non? Si, les Syriens. Voilà. Bon. Akhenaton et son invitation des peuples hittites. Voilà, les peuples hittites, quoi. Ouais. Leurs chars, leur manière de monter le cheval, ainsi que les chevaux, eux-mêmes les trahissent. Les Égyptiens ne montaient pas sur les chevaux. Ils n'avaient pas les mêmes chars, avec les mêmes roues, et ils n'avaient pas le même faciès. Ni, tu vois, les cheveux ondulés, là, sur la représentation, c'est... Bon, voilà, quoi. C'est pas la même coupe. Ça voulait cultiver le blé, ça l'a inscrit sur les muraux. On voit que c'est pas les mêmes choses que les Égyptiens, tu vois, ils font, mais on voit que ça copie visuellement le style. Mais la façon de vouloir expliquer les choses et les dépeindre n'est pas dans la conception spirituelle des Égyptiens. Là maintenant, regarde, cherchez l'erreur. Tu vois bien qu'il y a des visages, ils sont pas du tout accordés, quoi. Ils font très Xos. Regarde. Des têtes qui ne proviennent pas du pays de l'époque. C'est toujours Amarna, hein, on y est. Hein. Il y a des Égyptiens, soi-disant, il y a des Soudanais Mangbetu, il y a des Hittites, c'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. C'est la première fois que, tu vois, ce qui est chéri aujourd'hui, les villes multiculturelles, c'est la première fois que c'est arrivé et c'est arrivé dans la souffrance. C'est arrivé dans l'empressement. C'est arrivé dans une façon de... Voilà, ça lèche par terre, ça, je comprends pas, moi. Tu vois, il y a non, le comportement, la loi, etc. Là, il n'y avait pas. Là, c'est on va vite. On va vite, on monte les chevaux, on fait de la lyre, on se prend pour ci, on se prend pour ça, c'est génial, ok. Mais bon, non, non. C'est pas chez nous, ça. C'est chez nous, mais c'est pas de chez nous, quoi, le comportement, non. Donc, beaucoup de preuves ont été laissées. La conclusion est qu'il en est bien ainsi. Le pharaon d'Égypte qui n'a pas connu Joseph dans la Bible est celle qu'il a connue, mais n'a pas pris à partie ses enseignements et a voulu en faire à sa tête. Les enseignements de la famille de Joseph en question qui ont été utilisés par Enkhésédamon et celui qui en a profité le plus, c'est le toutou, quoi. Le Akhenaton, là, toutou, quoi. Donc scène symbolique. Akhenaton brise le cou du noix, loi symbole de royauté d'Amon. Est-ce que tu comprends l'enjeu? Est-ce que tu comprends un peu le vice du geste inscrit sur le mural là? C'est pour ça que je te dis, il y a souffrance pour ceux qui connaissent, parce que on voit là la manifestation d'une volonté de briser un règne qui appartient donc à Amon. Et lui, l'autre là, avec son histoire de Athon, te le représente par briser un symbole. Voilà, loi. Tu vois le jeu de mots ou pas? Loi, la loi, sans foi, ni loi. À la fin, c'est ça. Donc d'abord, on commence par couper la loi, la représentation d'Amon, tout son travail qu'il y a derrière, on le fout en bordel, quoi. Tu vois? C'est ça le truc qu'il a fait. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est... Il y a une volonté de détruire, elle est malade. Ça le rend malade. La personne, hein, le personnage, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je constate comme un médecin, tu vois, qui est en train d'examiner un patient. Tu comprends? C'est ça ma position. Mais lui, là, sa position à lui, là, c'est pas pareil. Hein. Là, il voit en fait qu'il a été malade. Malade de jalousie au point de faire ce genre de choses.
Je vais pas extrapoler. On va se mettre à sa place, hein. Je me repens. Ah, j'ai fait le con. Ah ouais, j'avoue, j'ai fait le con. Oh, mais qu'est-ce que je pouvais être jeune, qu'est-ce que je pouvais être con à cet âge-là. Oh, je suis allé en Égypte. Je pensais régner, je pensais régner. Avec l'esprit de Saul, je pensais régner. Mais là, je sais pas, tu vois, quand je vois ça, je me dis, j'ai envie de me repentir. Tu veux te rependre? Hein? Repentance. Hein? T'as envie ou pas? Scène symbolique, Akhenaton brise le cou d'une loi. Loi, symbole du royauté d'âme. C'est bon, bon, bah, merci d'avoir signé ton crime, hein, du passé. Ouais, clairement, hein. Bah, tu vois, hein, tu me facilites la tâche. Ainsi, nous comprenons ta motivation, la jalousie. Très mauvais, très mauvais. Ça ira très loin. J'ai dit, il y a un meurtre. Il n'y a pas eu meurtre encore, hein. C'est ça? Usage de fausse identité royale. Voilà, on va voir les crimes, tout ce qui a été fait. Regarde. Usage de fausse identité royale. Satamon prend le nom de princesse d'Ankhesenamon, puis Akhenaton, en le partageant avec son roi. Hein. Ah bah oui, hein, le faux là. Puisqu'ils sont pas vraiment en couple, mais ils font style, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, c'est juste pour le pouvoir, le pouvoir. Complot régicide du roi héritier de l'Égypte. Rappelle-toi, Nakmin. Rappelle-toi, Nakmin. Vous avez fait quoi, Nakmin? Qu'est-ce qui vous est arrivé là? C'est quoi ces gestes déplacés? Tuer quelqu'un comme ça juste pour le pouvoir. Où ça amène? Ça te poursuit jusque-là, là, aujourd'hui, là. Usage de fausses informations pour brouiller deux camps en tension. Égypte, Mitanni et Hittite assyrien. Vous êtes allé loin. Vous êtes allé loin. Fausse demande de mariage d'un fils du côté des Hittites. Possiblement assassiné après son départ de chez lui en trajet vers l'Égypte. Mordi sur le territoire d'Égypte. Aucune preuve. Mais voilà, ça a été répandu comme une rumeur. Et cette rumeur, elle a atteint pratiquement toute la région comme un fait. Donc complot et assassinat du prince de Hatti-Hittite, donc Zanansa. Fausse information sur un faux roi marié à Ankhesenamon, Smenkhare, qui n'a pas de suivi familial, hein, vous avez bien vu. Hein. À quel moment on voit un Smenkhare sortir de la famille de Satamon ou... Non, c'est une invention de la Ankhesenamon. Utilise un membre de la famille pris en adverse, aïe, pour le faire accuser lors des tensions dans le camp hittite après la mort de Zanzana. Intronisation d'un culte à une divinité mineure transformée en dieu vivant remplaçant Ré auprès de Nef. Donc, un adultère divin qui a été commis par vous, impardonnable. Manipulation de nombreux peuples par des promesses pour construire sa nouvelle cité, esclavage de jeunes gens et d'enfants. Aucun relâche de ses prisonniers. Impardonnable. Fait marteler le nom de Amon, Amen, Amun, rayé de l'environnement de la cité de Hathon et demande de faire de même dans toute l'Égypte. Réduit l'effectif des Medjay. Non mais ça c'est Akhenaton et puis... hein, toujours les mêmes. Regarde, réduit l'effectif des Medjay, militaires de la défense du pays. Fragilise les frontières d'où surviennent les envahisseurs étrangers au pays, aux malfrats et aux pilleurs. Bah oui, c'est pas ton pays, donc tu t'en fous. Laisse dépérir l'Égypte quant aux questions de répondre contre les attaques de ses ennemis sur ses territoires alliés, comme à Canaan par exemple, ou les régions du Hatti, malgré la connaissance des lettres de détresse envoyées depuis l'étranger. Tu t'en fous complètement. Bah oui, si tu commences à t'occuper vraiment d'eux, et puis qu'eux, ils commencent à comprendre qui tu es et ce que tu fais, vaut mieux qu'ils restent dans l'ombre, hein. Puis toi, tu peux faire tes petits trucs, voilà, faire ma manigance tranquille, quoi. L'autre là, Satamon, Ankhesenamon, change encore d'identité, vole le nom de la reine en se faisant appeler Nefertiti. Ah oui, il était déjà connu ce nom depuis longtemps. Hein. Tu le voulais. Bon bah voilà. Voilà ce que t'as fait. Regarde, change d'identité et s'exclut de la ville et ses sujets, se cloîtrant dans son palais royal restant seul et ne pratiquant plus le modèle de royauté instauré aux yeux des peuples que tu as dirigés jusque-là. Tu t'es enfermé. Hmm. Exclu de sa ville, parce que construire un palais loin de ses sujets ou même des... Tu vois. Ah ouais, les travailleurs d'un côté, et puis toi, t'es bien loin, quoi.
Tu vis pas trop parmi ton peuple, quoi. Ok, ok. Hein, à un moment donné, t'as commencé à rester seul. Une fois que t'as tout fait ce que tu voulais, t'as commencé à t'isoler. Hmm. Tu pratiquais plus le modèle de royauté. Hein. Tu connaissais plus la manœuvre, quoi. Tu savais plus quoi faire. Donc tes sujets et tes alliés étrangers prennent le relais du commandement sur toi, n'étant plus d'ordre manipulable. Est-ce que tu comprends? Tes sujets, tout, et tes alliés, regarde, tes sujets là, c'est les peuples que tu as invités, que tu as fait des esclaves, serviteurs, soi-disant esclaves, mais esclaves, tu vois, vraiment esclaves. Dans ce mot-là, comment moderne, là, aujourd'hui, esclave. Et ensuite, hmm, tes alliés étrangers prennent le relais, les Hittites, tu te rappelles tout, voilà. Du commandement sur toi, n'étant plus d'ordre manipulable. Tu vois, on ne pouvait plus te faire rentrer dans les plans des Hittites, tu commençais déjà à ruminer ton mal, là, comme tu l'appelles, là, que tu aimes bien, là. Comment ça s'appelle ton côté obscur, là, que tu me parles, là. Hein. Ah ouais, bah voilà. Regarde, t'étais dans cette phase-là. Puis t'étais dans une phase de faiblesse, t'as même pas vu ce qui arrive derrière. Regarde, rébellion de tes alliés qui préfèrent se retourner contre toi plutôt que d'assumer leur complicité, vont t'accuser, puis ils te considéreront comme malade et insoigné. Ton médecin traitant te prend en charge, et finit son travail morbide pour éteindre toute preuve d'accusation de son méfait en te trépanant le crâne. Je suis désolé pour toi, mais t'es rentré dans une histoire là. Tu savais pas avec qui tu composais. Rébellion de tes alliés préfèrent se retourner contre toi plutôt que d'assumer leur complicité. Hmm. Donc ton trépanage de crâne là, puisqu'ils t'ont dit t'es malade, faut te faire soigner, t'es malade, faut te faire soigner, regarde, trace de trépanation, tentative de soigner le cerveau devenu noir, le sang a coagulé à l'intérieur. Le toutou, je te l'ai dit, c'est dit médecin, et là il se la pète, il est là, je suis meilleur que Imhotep. Ouais. Ah, il nous l'a assuré, et il nous l'a prouvé. À sa manière, selon lui. Maintenant, si on juge, regarde là, l'état du cadavre, quoi. On a déjà vu, hein. On voit ce qui s'est passé après. Il y a eu marquage. Ils t'ont, comment on dit ça? Insulté. Les Hittites t'ont insulté. Ils ont fait comme les Égyptiens, ils ont tenté, hein, tu vois. Mais bon, je sais pas comment ça s'est passé, hein, ça devait être une horreur. Ils t'ont ensuite laissé des signes, comme quoi ils t'ont éclaté la bouche et puis ils t'ont retiré les seins. C'est horrible. Je, voilà quel type t'as traîné en fait. Ah, parce que l'autre là, le Akhenaton là, il t'a fait subir. C'est triste. C'est triste. J'en ai mal au cœur. J'en ai mal au cœur. Et toi, t'es contente là. Si ça se trouve, même, t'es allé le rejoindre encore là. Je sais pas, hein. Je dis ça comme ça par logique, par envie du pouvoir. J'espère que t'as éteint ça, hein. De Akhenaton, De Akhenaton, on en a retrouvé uniquement qu'un crâne, noyé dans l'eau de son tombeau avec d'autres cadavres. L'histoire du pharaon noyé, ça vous parle? Dixit, la Bible et la mer Rouge. Non mais on fait rebelote, c'est ça qu'on voulait dire en Égypte, tu vois. Voilà, quitte à, rebelote. Allez, c'est déjà arrivé une fois. Autant le faire finir avec panache, comme me disait l'autre. Allez hop, boum. Eh oui. On vient, on te fait un caveau là, mais dans l'eau. Ton corps, il a pas vraiment résisté à une quelconque momification. C'est moi qui te le dis. Sachant que c'était, en vrai, même pas ton corps, c'était symbolique. Bah oui, on a retrouvé qu'un crâne. Le crâne, tu veux faire quoi avec? En plus, il semble même pas vraiment que ça ressemble à un crâne africain. Mais bon, est-ce que je suis expert, hein? C'est quelqu'un qui me dit, hein, miroir, miroir. L'effet miroir, vous connaissez? Ah bah oui, en Égypte, ça a sauvé beaucoup de secrets. Mais comme c'est lié à la réalité aussi, c'est des observations initiatiques. Ça peut pas être donné à tout le monde de comprendre comme ça d'un coup. Mais voilà, c'est ce que
Et ces gens-là ont voulu tenter de représenter d'une manière symbolique, hein, à travers les muraux de Amarna, dans leur style de religion bien perverti, copié sur l'Égypte. Donc Akhenaton n'est que l'image miroir masculine de ta propre personne sous Nefertiti. Tu as clairement détourné l'enseignement d'Amenhotep, fils de Apu. Tu as clairement détourné l'enseignement d'Amenhotep, fils de Apu. Donc la statue qui est sur la gauche là, elle dépeint la personne qui a participé à tout cela. La statue du milieu est une représentation à moitié copiée, collée de une autre personne, la vraie reine d'Égypte. Elle tente par cette statue de mêler un visage qu'elle pense reconnaître à travers son visage dans ces statues. Parce que, entre-temps, cette personne qui tente de récupérer son règne de son souvenir lointain avec Narmer là, en train de se battre pour une momie là, la reine elle a changé, hein. C'est plus la même, c'est sûrement pas elle quoi. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle confond sa tête avec l'autre. Voilà, la deuxième. Puisqu'elle a perdu sa place, elle veut la retrouver, mais elle pense que c'était ses affaires et elle a commencé à copier sur ce style. Maintenant pour la troisième statue de Nefertiti là. Non, non, la troisième statue là de Nefertiti, non. C'est une fausse. Ah, elle est fausse encore, hein. Eh ouais. Ah oui, celle-là, elle a été inventée tardivement. C'était pour la publicité. Le commerce. Le commerce. Vendre. Pour vendre. Voilà, l'argent. Voilà. Tu vois comment est-ce que ça fait faire l'argent? Des conneries. Des mensonges. Des copies. Des trucs qui n'existent pas. Voilà. Là, on est sur un truc qui n'existe pas. Bon, on finit. Toujours le même coupable. Faux prophète. Jonathan Massot. Il y a le nom direct là. Tu t'en sors pas, mon gars. Ça tombe direct. Ah, moi, je fais pas de détour, hein. C'est comme ça que tu t'appelles ou pas? Bon, ben, moi, j'assume. Je dis, c'est ton ancêtre. Toutou, c'est ton ancêtre. Akhenaton, là, de la peau de statue, là. Stylisé. C'est ton ancêtre. Tu l'as dit, hein? Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Moi, j'ai entendu, je me rappelle. J'ai lu. Il y a trop de trucs, tu vois. Voilà. Il y a trop de preuves. Donc, fais gaffe aussi à tes manœuvres. Parce que moi, là, j'accepte le rôle, hein, je me fais passer pour Satan, hein, comme tu as joué ton rôle de Satan. Mais un Satan qui va vers la repentance, tu vois, je t'encourage, tu vois. Ah, je t'encourage. Parce que le monde, là, il en a marre, hein, il veut changer. Il faut qu'on évolue. Il faut que tu assumes. Ah bah, c'est le rôle de Jean, hein, il faut que tu assumes, tu diminues dans ton rôle, et puis qu'il y en a un autre qui grandisse. Passer des ténèbres à la lumière, il faut que tu assumes, tu vois, ton rôle là-dedans. C'est ce qui a été dit dans le Nouveau Testament. Ce que tu dis, c'est ce que tu dois faire. Donc si tu le fais pas, quelqu'un d'autre, il va le faire à ta place. Tu te rappelles ou pas? Mais c'est ça, à force de vouloir, tu vois, toujours tenter de contrôler les événements, le temps, le cours de l'histoire. Ça se retourne contre toi aujourd'hui. Donc voilà ta tronche. On y est. Ça fait un. Ça fait un de révélé là. Voici ton crime. Il est mis à nu. Tu es découvert de ton manteau, fils de l'iniquité. Tu as joué le fils de l'iniquité. Tu es allé dans des histoires de meurtre, de vol de territoire, de déplacement de peuple, tu as fait trop de bordel en Égypte. Comment on pouvait ne pas te rater sur les risques de tes prochaines réincarnations et le mal que tu mettrais sur la terre? Mais on t'a suivi, garçon. Donc dans le hall du musée du Caire, l'unique groupe de sculptures qui montre un scribe des 19e dynastie, appelé Nakhmin, avec sa femme, Ti, qui détenait le titre sacerdotal de chanteur d'Isis, se distingue pendant une semaine. Oh, c'est gentil. Musée du Caire, vous êtes trop gentil. Vous m'avez donné, tu vois, un hôtel qui montre que
on honorait ces deux malheureusement défunts morts, hein, tu vois, de la main de je sais pas quel brigand, pour encaisser la monnaie, là. Ça t'amène. Jalousie, jalousie. Et on veut passer quand même à un règne, malgré qu'il devait être mis en pause. Donc bref, la pièce qui est habituellement exposée dans la salle 12 du musée du Caire montre le couple assis, portant des perruques et d'élégants vêtements plissés, suivant la mode de l'époque. La femme pose aussi affectueusement sa main sur l'épaule de son partenaire. Dans un communiqué du ministère des Antiquités, Sabah Abel Razek, responsable du musée égyptien, a déclaré que la statue est particulièrement intéressante car elle se dresse devant une table d'offrande intégrée à la même œuvre. De plus, au dos, l'Antiquité a décrit une adoration des dieux Osiris et Ré-Oracti, c'est-à-dire Aractès, comme ils disent, quoi. Sabah Abdel Razek a ajouté que l'Antiquité a été localisée dans les années 1950 sur le site d'Abydos, en Haute-Égypte, par l'archéologue égyptien Abdel Razek. Donc, un couple qui se tient devant une table d'offrande signifie qu'ils sont morts en saint martyr, comme tu dirais, car logiquement, on offre des libations aux dieux Jonathan, toi et Lisa, sous la forme de Doudou et Ankhesenamon. Vous avez tué ce couple pour prendre le pouvoir. Ankhesenamon a simulé un mariage avec Nakmin et une fausse analogie pour se faire reine. Tout cela juste après avoir tué Nakmin et sa femme. Les faux témoins d'Ankhesenamon. On y va, on enchaîne, tu vois, c'est quoi ces faux témoins? Faux fils, fausse fille, faux frère. Tout simplement. C'est des statuts, c'est tout, inventés. Puis c'est comme ça qu'on fait en Europe aujourd'hui. On invente des statuts sans vraiment qu'il y ait une signification précise et spirituelle ou autre derrière. C'est juste de la décoration. Bah là c'est pareil, sauf que c'était en vue de voler un héritage en créant un faux. Il y a des gens qui ont fait leur recherche, hein. On sait peu de choses à propos de cette jeune femme Kia, tu vois, l'intrigue mensongère sur Kia. On sait peu de choses à propos d'elle, sans doute belle et douée pour l'intrigue. Voilà, si tu veux. Reine en second derrière Néfertiti, elle donnera à Akhenaton son premier fils qui régnera brièvement sous le nom de Smenkara. Et à sa disparition, le trône reviendra à Toutankhamon, le fils de Néfertiti, soi-disant. Dès le départ, la rivalité entre les deux reines, l'une et l'autre avait un fils, et sans doute provoqué jalousie et drame. Et en tout cas, qui disparaîtra la première. Oh, comme c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. C'est étrange, hein. Elle a disparu. Mais en vérité, si tu lis l'histoire, je vais tous te les résumer. Comme pour Kia, parce que je me donne pas le temps du tout, hein. J'ai pas que ça à faire. C'est bon, on a compris. Fais-le toi-même, tu verras. Tout ça là, ils ont tous disparu comme ça, par magie, quoi. Donc tiens, regarde. Regarde, c'est qui? Regarde la fille. Elle est là, hein, devant toi, hein, t'inquiète, hein. Bah, on s'est vu. Ah, moi, ils sont tous revenus à moi, hein. Devant mes yeux, je les ai vus, quoi. Tu vois. Il y a une espèce de magie là qui se fait mystique, tu vois, natural mystic in the air, hein. Dans l'air là, il y a un truc là, tu vois, magique là, mystique qui fait que dans ma vie là, je sais pas, il y a des trucs qui se répètent. C'est pas vous? Bon, bah, je sais pas, vous n'êtes pas attentif, hein. Regarde, entre ma vie, puis la vie de l'autre, et puis la vie de l'un, de l'autre. Regarde ce qu'il dit au RMF. Deux documents officiels. Les textes des deux documents officiels témoignent entre autres, du souci des rois d'Égypte de maintenir le juste équilibre de la société de la paix à l'extérieur sous le patronage et avec l'aide des dieux afin d'assurer au peuple la prospérité. Donc c'est le décret de Horem-Heb. Là c'est lui direct là. Il était là ou pas sur le terrain? On va en entendre parler. Le décret d'Horem-Heb. Que vive l'Horus. Le décret d'Horem-Heb. Que vive l'Horus, taureau puissant au dessein intelligent.
les deux maîtresses, celui qui accomplit de grandes merveilles dans le temple de Karnak, Horus d'or, celui qui se satisfait de la vérité, justice et fait venir à l'existence le double pays, le Dieu parfait, combattant selon la justice et la vérité, celui dans le voisinage duquel on se lève pas. On ne se lève pas. Tous les dieux de Thèbes sont dans l'exultation, et l'Énéade dans la joie. Les greniers sont emplis d'or et d'argent et des tribus de tous les pays étrangers. Fils de Ré, appartenant au corps divin, son bien-aimé possesseur des couronnes, les Médamon, Orem-Eb, doué de vie pour l'éternité et l'infinie durée. On lui donne la fonction bienfaisante qui est dans le ciel la royauté de Ré. Il est pourvu du trône d'Horus, le fils aîné d'Amon, ou d'Amon si tu veux. La terre est inondée de l'amour qu'elle lui porte, après que la vérité, justice, est venue et s'est unie à lui. Le peuple exulte, son cœur se réjouit. Le pays bien-aimé renouvelle pour lui le circuit de Ré. L'Égypte, son cœur est heureux, elle pousse des cris de bonheur, car les hommes sont garantis et le pays protégé. Les gens du nord descendent le courant, les hommes du pays de Car le remontent. Pour voir le pharaon. Il est venu chargé de prestige. Il a empli le double pays de sa beauté. Dieu parfait, il a été mis au monde pour Ré. Le roi des dieux l'a engendré souverain, vaillant, vigilant, héros sans pareil. Il a commencé d'établir des lois pour faire régner la vérité et la justice à travers les deux rives. Il se réjouit jusqu'à embrasser la beauté de la déesse. Donc, Sa Majesté délibéra avec son cœur pour étendre sa protection sur le pays tout entier, pour repousser le mal et détruire le mensonge. Ses projets sont un refuge efficace afin de chasser la violence. Qu'est-ce donc? La suite. Voyez Sa Majesté veiller jour et nuit, examinant ce qui pourrait être utile au pays bien-aimé, recherchant des actions bénéfiques. On amena le scribe de Sa Majesté. Il se saisit d'une palette et d'un rouleau de papyrus, et se mit à écrire, reproduisant toutes les paroles du roi, car celui-ci dicta lui-même le décret. Décret scellé auprès de Sa Majesté, pour mettre un terme aux actes de brigandage dans le pays. Donc le début du décret, dont le texte est souvent très mutilé, a trait aux mesures législatives précises, prises pour faciliter la livraison des impôts, en empêchant le vol et les exactions, et en protégeant le petit peuple, aux mesures prises en faveur des paysans pour éviter les réquisitions abusives de céréales et de légumes, de certaines plantes, de peaux d'animaux notamment, aux mesures prises également pour prévenir la corruption dans l'administration des revenus. Voilà. Pour la petite mention pour le décret. Ensuite, voici le décret. J'ai amélioré l'organisation de ce pays tout entier. Je l'ai traversé, étendant mes bienfaits jusqu'au sud. Je l'ai entouré, j'ai compté ses impôts provenant de ses revenus. Je connais ce qu'il contient et toutes ses étendues, car je l'ai approché d'abord de l'intérieur. J'ai cherché des hommes, je me suis mis en quête de chefs qui ne cessent d'avoir une parole heureuse, un caractère remarquable, qui sache juger l'intérieur des êtres, qui se conforme également aux ordres du palais royal et aux ordres du tribunal. C'est très important ce qu'il dit là, écoutez bien. Je les ai promus afin qu'ils soient juges du double pays et qu'ils satisfassent ceux qui sont dans le palais. Je les ai placés dans les grandes villes, dans les deux grandes villes du sud et du nord. Chaque homme et ses villes peut faire appel aux juges sans exception. J'ai placé devant eux les comptes et les lois dans leur registre journalier. Je leur ai montré le chemin de la vie, car je veux les mener vers la justice.
Je les ai enseignés disant ne fraternisez pas avec d'autres parmi les hommes, n'acceptez pas de récompense d'un autre. Qui serais-je donc celui parmi vous qui se commettrait avec d'autres personnes ou qui accomplirait un délit contre la justice? Flamat. Quant à la taxe de l'argent, de l'or et du cuivre, ma majesté m'ordonne de l'abandonner, pour éviter que des taxes analogues soient collectées à propos de n'importe quel produit par les tribunaux du Sud et du Nord. Quant à tout haut fonctionnaire et tout prêtre dont on entendra dire, je cite, il siège pour accomplir son devoir au sein du tribunal dont la fonction est de juger, et pourtant il commet un crime contre la justice, cela sera retenu contre lui à l'égal d'une grande faute, passible de la peine de mort. Voyez, ma majesté a fait cela pour rendre bénéfiques les lois Voyez, ma majesté a fait cela pour rendre bénéfiques les lois du pays bien-aimé, pour éviter que ne surviennent d'autres occasions de forfait, pour replacer sur le chemin de la justice les juges du tribunal. Bah oui, corruption au niveau de la justice avec les juges. Bah, comment ça peut être possible? C'est le désordre après. Eh oui. Bah oui, tu le vois bien, tu as des exemples autour de toi. Bon, je continue. Regarde, mention avec un gros point noir devant la phrase. Les prêtres des temples urbains de hauts fonctionnaires de la résidence, en même temps que les prêtres wab des dieux, qui constituent chaque tribunal selon leurs désirs, jugeront les citoyens de chaque ville. Ma majesté prend soin du pays bien-aimé pour renouveler la vie en lui, depuis qu'elle est apparue en gloire sur le trône de Ré. Voyez, la fonction de juge est désormais bien établie à travers le pays tout entier. Dans chaque ville, pour faire régner la justice, dans les cités conformément au sein bénéfique de ma majesté. Autre mention avec un gros point noir. Je constate également un usage, car ma majesté veut assurer la protection de chaque homme. Donc je consacre également un usage. Qu'est-ce donc? Ils entoureront ma majesté 3 fois par mois. Cela est pour eux comme une fête. Chaque homme est assis avec une part de toutes bonnes choses, du bon pain, de la viande, des gâteaux provenant des provisions royales. Leurs têtes sont enduites d'onguents, leurs voix atteignent le ciel jusqu'à honorer la bonté du Seigneur royal. Puis, les capitaines et les officiers, chaque homme, le roi lui-même, leur jette des présents depuis le balcon et il appelle chaque homme par son nom. Il défile devant lui en poussant des cris bien approvisionnés en produits du palais royal. Ils prennent un tas de grains du double pays. Chacun d'eux sort de l'orge et de l'épeautre. On n'en trouve point qui n'ait sa part. Ensuite, là, il y a un passage très mutilé, on te dit. Ça continue. Si la durée de mon existence sur terre se perpétue tandis que je construis des monuments pour les dieux, je renouvellerai mes naissances à l'égal de la lune. Très important, encadré en rouge. Ça fait partie des pensées égyptiennes, la renaissance. Bref, le corps du roi illumine les extrémités de la terre comme le disque du soleil. Son éclat est puissant comme celui de Ré lorsqu'il se manifeste au moment de la saison de l'inondation. Sa beauté étincelle grandement et sa puissance demeure dans le cœur des hommes. Pour faire en sorte que vous observiez ces décrets, c'est ce qu'a fait ma majesté afin de mettre en ordre le pays tout entier après que ma majesté eut réfléchi à ces actes de brigandage commis dans le pays. Fin du texte. Voici la statue d'Orem. C'est ici la punition. Pour résumer, tout ça. Il y a eu des têtes qui ont été affichées. Certaines têtes ont été affichées. Bon, voilà, c'est ici la punition de Jézabel pour avoir par 2 fois été complice de Satan lors de son séjour sur terre. C'est ici la trace de sa gloire qu'elle a voulu léguer aux hommes et aux femmes du monde entier comme exemple à ne pas suivre. Donc cette page restera votre honte éternelle sur une manière de ne pas faire. Ah oui, fallait pas faire ça comme ça, grosse erreur. Donc je pense que j'ai bien résumé la chose. T'es intelligent, tu comprends. Je t'ai rappelé un fait ancien du passé, c'est ce qui devait être dit, c'est ce qui devait être fait. Il vous rappellera constamment
vers les jours anciens. Bon ben voilà, on l'a fait. Vers les jours anciens, Égypte, Tamérie, euh, le premier bordel du monde, quoi, le premier grande ville multiculturelle soi-disant, mais en même temps c'est esclavage. Hein. Tu le ressens aujourd'hui un peu, hein, la trace de... Ah ouais, ça n'a pas encore été retiré, donc ça méritera réflexion et jugement par rapport à la chose pour qu'il y ait un changement. Parce qu'on peut faire pareil comme ça avec beaucoup de sujets, dont l'argent aussi, qui est en train de pourrir le monde. Mais c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet, le sujet économique. Ah ouais, là, celui-là, il fait flipper. Hein. Mais il y a d'autres moyens. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, avant c'était gratuit. Hein. Un autre sujet. Bref, j'ai fini là pour là. Là. C'était toute l'équipe des hitistes là et de leur façon d'avoir vu le monde pendant un bon moment. J'ai pas envie de raconter l'autre là, ce qui s'est passé derrière, après avec Ramsès de tout ça. On résumera seulement parce que c'est bon quoi. Bon, je pense que ça suffit. Ça suffit. Ça suffit au niveau de la compréhension, ne serait-ce que pour cette période. Après, que tu crois ou tu crois pas, il y a encore d'autres preuves qui peuvent tomber entre-temps hein, de l'histoire sur d'autres personnes par rapport à leur règne qui sont en relation avec l'intention des malfrats là sur toute cette histoire qui peuvent encore t'éclairer sur la véracité de l'affaire. Un autre jour. Là, j'ai fini. On passera à un autre sujet. On va aller vite. On va aller vite. Voilà. Donc, bonne soirée. Protection à la famille, hein, les fils du soleil. Et restez en vie. La paix.